Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Clémence Bottineau. Bonjour Malika. Bonjour Clémence. Alors, vous êtes reine de beauté. Je sais que vous n'avez pas envie que je dise vous, donc on va dire tu tout de suite, on va se tutoyer. Oui. Le grand public t'a découvert grâce au concours Miss France en 2020, que tu as remporté. Pas trop de chance parce qu'année Covid. C'est la vie. Pas de regret? Bon, pas de regret. Et puis tu sais, je dois mon titre maintenant de Miss Covid, donc c'est pas ça. Tu aimes ce titre, Miss Covid? Bah écoute, finalement, j'ai fini par me dire que c'était ça ou rien, alors je l'ai embrassé comme ça. Est-ce que tu as des projets dans l'immédiat ou à plus long terme? Alors là, en ce moment, mon plus gros challenge, c'est de valider mon Master 1 d'Histoire de l'Art, parce que j'ai toujours pas terminé. Et oui, il y a des petites choses qui sont sur le feu aussi, mais pour l'instant, j'en parle pas trop. De toute façon, on va revenir dans le passé, s'intéresser à toi, élève. Quel genre d'élève étais-tu? Alors, l'élève que j'étais pas la première de la classe. Beaucoup de gens qui pensent ça. Ah, même pas la deuxième, même pas la deuxième. On va dire que j'étais dans la moyenne de ceux qui étaient plus ou moins bons. Mais j'étais surtout très studieuse. Et c'est pour ça, en fait, que j'arrivais toujours à avoir des bons résultats parce que je travaillais énormément. Donc, tu étais une élève assidue, travailleuse, sérieuse. Je m'asseyais devant. Au premier rang. C'est ça, je m'asseyais devant. Oui, alors non, je n'étais pas faillotte, mais je m'asseyais devant. Pourquoi alors tu te mettais devant? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui parlaient au fond, ça m'énervait parce que je n'entendais pas, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, même pour moi, pour comprendre les cours, je suis obligée de me mettre devant. T'aimais aller à l'école en fait? J'aimais m'instruire. Pas aller à l'école, parce que je peux te dire qu'en Guadeloupe, nous, on commençait tous les matins à 6h50. Alors, pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est d'où le soleil, il se lève tôt. Ah, donc le soleil se lève, vous devez aller à l'école? C'est ça. Je me réveillais à 5h50 tous les matins pour aller à l'école. Ouais. Mais vous finissiez à quelle heure? On finissait à 17h. 17h30. Ouais, c'est même pas non plus super tôt. Non. Oui, c'était des grands. Il y avait une grande pause le midi? Bon, ça variait 1h30, 2h des fois. Ah oui, quand même. Oui. Bon. Vous deviez aller à 6h50. Oui, c'est tôt. C'est tôt. Oui, bon, on s'y habitue. Et puis, comme je te dis, il y avait toujours un grand soleil depuis 5h du matin, donc ça allait. Mais non, j'aimais pas me réveiller pour aller à l'école, mais oui, j'aimais m'instruire. C'est surtout ça. Tu étais curieuse. Donc, toute ta scolarité, tu l'as faite en étant une bonne élève, même si t'as pas envie qu'on dise ça? Alors, honnêtement, au primaire et en maternelle, je pense que j'étais pas parmi les meilleures. Au collège, j'ai commencé à devenir très studieuse, mais je me rappelle, franchement, au primaire, je devais tourner autour de 14 de moyenne. C'est pas énorme, hein. Pour le primaire? Pour le primaire. Maintenant, au primaire, justement, les élèves, ils ont 18 hyper facilement, et moi, j'avais du mal. Mais à ce moment-là, tu travaillais déjà beaucoup? C'était difficile à dire quand tu es au primaire. Après, ma mère était prof, du coup, elle était très carrée, elle me faisait apprendre mes leçons. Ma mère était prof de français. J'étais nulle en dictée. Tu sais, bizarrement, il faut toujours que tu sois nulle dans ce que tes parents, dans ce dont tes parents excellent. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Et ma mère était très carrée au niveau de ma scolarité. Donc, elle t'obligeait à bien travailler? Oui, c'est ça. Ton frère aussi? Ah non, alors mon frère c'est le deuxième. Du coup, tu sais, l'aîné prend tout. Laxiste avec. C'est ça, et en plus c'était un garçon, donc c'était plus facile pour lui. Donc lui, à l'inverse de moi, il était bon très naturellement. Donc, par exemple, au primaire, il était très bon. Et puis après, arrivé au collège, c'est un garçon, il a d'autres priorités. Et là, finalement, l'écart s'est creusé entre les deux. Est-ce que tu étais bavarde? Pas du tout. C'est vraiment la fille modèle. Non, alors ça m'est arrivé, je crois qu'il y avait un prof qui avait marqué bavarde sur mon, comment on appelle ça, livret scolaire. Comment ils appelaient ça? Ouais, oui, c'est ça. Ah, le bulletin de notes. Le bulletin de notes, voilà, le bulletin. Et je l'avais trop mal vécu. Je m'étais dit, une fois seulement? Mais pourquoi il a fait ça? Je me suis sentie offusquée et donc j'ai arrêté de parler en cours après ça. T'es super exigeante en fait avec toi-même. Oui, bah oui. Mais c'est mon tempérament, c'est aussi ce qui m'a menée à être comme ça aujourd'hui. En fait, tu vises la perfection? Je vise la perfection, oui et non. Je vise surtout le fait d'être fière de moi. C'est-à-dire que si je sais que j'ai pas fait assez et que j'aurais pu faire plus, c'est très frustrant et je supporte pas ce sentiment-là. Donc je fais toujours ce qu'il faut pour être au max. Aucun point faible dans la scolarité? Mais bien sûr. Non seulement j'avais des points faibles, mais en plus, alors je t'explique, au lycée, je détestais la physique-chimie. Et quand je te dis que je détestais la physique-chimie, c'est... Tu as fait un bac S. Oui, je sais, mais j'étais très paradoxale dans ma scolarité. Et mes parents m'avaient toujours dit, va en S, tu verras. Et en fait, c'est bien quand même la S, parce que ça te permet d'avoir accès à plus de formations. Tu as un plus large choix. Tu peux choisir ce que tu veux. Et en fait, j'avais choisi donc physique-chimie en spécialité. Et c'était une idée de mon papa. Parce que lui, il s'était dit, si elle est nulle, il y a moyen qu'elle devienne forte en physique-chimie.
Alors, j'ai pas trop compris son raisonnement. Si elle est nulle, elle va devenir forte. Mais oui, mais c'était ça son raisonnement. En fait, pour lui, le fait d'aller dans la formation que moins de personnes choisissaient, parce que les maths et la SVT avaient plus de succès, il s'était dit que ça allait jouer en ma faveur. Pas du tout. J'ai eu une vieille note au bac. C'est quoi une vieille note pour Clémence? Parce que t'es dure. Donc franchement, j'ai eu 11. C'est ma spé, c'est ma spé. Mais c'est pas une vieille note. Malika, quand même. Et surtout, t'as une mention très bien. Oui, mais ça, c'est parce que... En fait, je t'explique. La première épreuve du bac, c'était la physique-chimie. Ça s'est très mal passé. Je suis sortie de là en pleurs, mais vraiment en pleurs. J'ai dit à mon père, c'est terminé. Je n'aurai pas mon bac avec mention très bien. Donc le fameux 11. Exactement, le fameux 11. C'est une catastrophe. J'ai raté la filière. Et mon père, tu sais, tout de suite, il m'a vu pleurer. Il est venu me chercher, il m'a dit, OK, ne pleure plus. On rentre à la maison, faut pas que ta maman te voit comme ça. Ne panique plus. Passe à autre chose. Maintenant, tu penses aux prochaines épreuves. Et en fait, tu sais, ton cerveau, il fait une sorte de transformation. J'ai plus rien à perdre. J'ai raté ma spé, donc là, à un moment donné, il faut que je donne tout dans les autres matières. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir mon bac avec mention très bien. Ça veut dire qu'à côté, t'as eu combien? Alors, j'ai eu 17 en maths, coefficient 7, et j'ai eu 20 en SVT, coefficient 6. Oui, mais j'avais tout appris par cœur. Oui, mais c'est bien, c'est pas grave. T'as travaillé. Oui, j'avais tout appris par cœur, le livre. T'arrives pas à être fière de toi, en fait. Si, mais j'étais fière, mais... Non, si, j'étais fière. Je m'y attendais pas. Parce que je pensais pas que j'allais avoir la mention très bien. Pour moi, c'était terminé. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu vas passer le bac là où tout le monde se dit j'ai envie de l'avoir, juste. Pour toi, un bac réussi, c'est avec la mention très bien. Bah, en vérité, oui. C'est vrai, c'est ce que je voulais. Ça déconne pas, hein, chez les Bottineau. Si je te demande un souvenir d'écolier précis, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Un souvenir d'écolier précis, c'est quand je suis partie au ski en troisième avec ma classe. On a fait beaucoup de voyages à l'école. Je suis partie au Canada. Au ski, alors vous étiez allé... Ah, oui, on est allé au Canada en quatrième et au ski en troisième. Donc on a eu énormément de chance. Et en fait, c'est la fameuse fois où je suis allée au ski pour la première fois et où le deuxième jour... J'avais 13 ans, je pense. Oui, j'avais un an d'avance, donc oui, j'avais 13 ans. Elle avait un an d'avance. Oui, j'avais oublié de le dire. J'étais juste rentrée un peu plus tôt à l'école. T'as commencé toute ta scolarité avec un an d'avance? Oui, en fait, je suis née en janvier. Donc, c'est comme si, tu vois, les décembre 96 et les janvier 97, ils ont plus ou moins le même âge. Ok, donc tu vas au ski, première fois de ta vie. Je vais au ski, première fois de ma vie. Et là, deuxième jour, qui tombe et se fait une entorse au ligament croisé interne du genou devant toute ta classe et qui finit avec une attelle pendant mais surtout, c'est une blessure qui met du temps à se remettre. Exactement. Bon, après, ça va, j'étais encore jeune. Mais c'est clair que j'étais pas... Alors, j'étais quand même contente parce qu'il y avait le prof de sport, qui était un prof de sport. Toutes les petites de 13 ans étaient fans de lui. Et en fait, ce prof de sport était venu me sauver dans ma chute. C'est pendant que j'étais par terre en train de pleurer. Le prof, il est venu, il m'a sauvée. Donc je me suis dit, finalement... Il s'est occupé de toi. C'est ça. Et aussi la directrice de l'école. J'ai passé 4 heures dans le cabinet du médecin avec ma directrice. Je peux te dire que là, j'ai appris qu'il fallait faire de la conversation. Avec elle pendant 4 heures? Pendant 4 heures, c'était horrible. Elle avait rien à dire? Au bout d'un moment, 4 heures, je pense qu'elle, comme moi, on avait juste envie que ça se termine. Vous n'étiez pas obligé de vous parler? 4 heures? Je sais pas, c'est ta directrice d'école, t'as 13 ans. Oui, puis toi, t'es faillotte. Non, j'étais pas faillotte. Mais tu me connais, c'est vrai que j'aime pas les blancs, j'ai toujours besoin d'en placer une. Est-ce que, donc du coup, on a compris la physique-chimie, t'aimais pas ça, c'était la matière cauchemar, mais ta matière préférée, c'était laquelle? Honnêtement, tu vas être déçue, mais je crois que j'avais aucune matière préférée. Mais c'est pas possible. Mais je te jure. Tu sais pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'aime l'histoire, mais à l'époque... J'aimais, mais sans plus. En fait, j'étais constante et bonne dans tout. J'avais pas de matière où j'excellais parce que j'aimais ça. En art plastique, j'étais nulle. En sport, c'était pas si fameux que ça. Quand je faisais de l'athlétisme, ça allait. Quand je faisais de la natation, c'était une catastrophe. C'est normal. Tu vois, donc une matière que j'aimais profondément. Peut t'aimer bien, hein, pas besoin de l'aimer profondément. Allez, peut-être l'anglais. Ouais, l'anglais, c'était sympa. T'es bilingue? Alors maintenant, oui, mais c'est pas grâce à l'école. Ça, c'est grâce à mon voyage à Miami après mon bac. Après le bac, t'es allée à Miami alors? Oui, je suis partie 1 an. Et comment ça se fait? En fait, j'avais un an d'avance et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, avec mes parents, on s'est dit, pars 1 an, va apprendre, passe ton TOEFL et puis on verra où ça va te mener. À Miami?
Oui, bah c'est tout près de la Guadeloupe, hein, mine de rien. 3 heures en avion, hein. Même climat, donc... Et qu'est-ce que tu faisais alors là-bas? Je dansais la salsa, beaucoup. Ah putain, c'est vrai que tu danses très voilà. C'est vrai que tu danses très bien la salsa. Et c'est là que ça a commencé. Ah, ça a été une découverte. Oui, découverte, je suis tombée amoureuse de la salsa, Enfin bon, il y a eu une histoire d'amour autour de ça aussi. Et, tu es tombée amoureuse tout court. Autour de cet univers de salsa. Voilà, c'est ça. Je te jure. Oh mon Dieu. Il m'a fait faire 2-3 petits mouvements de danse et puis ça y est, j'avais... mon cerveau était... Mais c'est une histoire vécue? Oui, c'est une histoire vécue, oui. Donc un Américain? Alors non, pas du tout. Un Suisse-Allemand. Un Suisse d'origine... Enfin, un Suisse dans la partie allemande. Qui dansait la salsa? Oui, moi aussi, je m'y attendais pas. Hein. Il m'a tendu un piège, hein, parce qu'il m'a emmené dîner, puis il m'a emmené dans un bar salsa, et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans un bar salsa? Et là, professeur de danse. Un truc de dingue. Et là, t'as dû danser tout de suite avec lui? Et quand je l'ai vu danser, tu vois, là, ça y est, il avait retourné mon cerveau aussi facilement. Ah oui, non, mais je te montrerai un jour les photos. Et après, tu savais tout de suite ce que tu voulais faire? Ah, pas du tout. Je sais pas. Après, j'ai laissé tomber. Alors, je savais que je voulais plus jamais refaire des sciences, que ce soit la SVT, les maths, médecine, ingénieur, impossible. J'avais une aversion parce que c'était pas ma personnalité. Tu sais, ça se sent. Il y a des gens qui arrivent à être très pratiques, qui arrivent à respecter, à suivre les directives. Moi, j'étais un peu dans ma bulle. Je rêvais de fantaisie. J'étais une rêveuse. J'aimais l'art. Quel métier te faisait rêver, justement? Actrice. Ah, je voulais vraiment être actrice. Quand j'avais toute la période de mon lycée, j'étais une fanatique de cinéma. J'avais même fait mon TPE. Je sais pas si tu... Oui, j'ai eu le TPE aussi, merci. Non, mais je crois que maintenant, ça n'existait plus. Mon TPE, je l'avais fait sur l'histoire de la caméra. Et en fait, je jouais Sergio Leone. Tu sais, j'avais un t-shirt avec la tête de Sergio Leone. Donc, c'est bien pour te montrer, j'avais tout drivé. Et puis, j'avais même fait un stage au cours Florent aussi. Donc, c'est pas forcément actrice que tu aurais voulu faire, c'est aussi réalisatrice. Réalisatrice, les deux. J'avais des idées de scénario et je voulais les créer. Donc, je m'imaginais dans mes propres rôles. Tu vois, par exemple, en toute simplicité. Voilà, c'est ça. Par exemple, je me suis imaginée dans Pirates des Caraïbes 5. Bon, c'est jamais arrivé. Mais je voyais déjà la fille cachée de Jack Sparrow. Bon, bref, une histoire incroyable. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est un projet qui est encore dans ta tête? Je sais pas, parce que je trouve que être acteur, c'est difficile, quoi. Il faut avoir une capacité à retranscrire, à montrer les émotions. Je suis pas sûre que... Je pense que je suis très pudique et c'est très difficile pour moi d'exprimer autant. Mais travailler dans l'univers du cinéma, pourquoi pas? Peut-être, oui. Ça, c'est une option qui est toujours d'actualité. C'est une option, tout à fait. Petite, ton papa, il disait que tu organisais des défilés. Oui, Miss France. Oui, c'est ça. Alors, on avait des fêtes de famille. On allait tous camper. Mais vraiment avec toute la famille de mon papa, donc toute la famille Bottineau, on était très nombreux. Et en fait, il y avait toutes les petites filles et il y avait l'heure du défilé, donc c'était pendant la période de Pâques, où à partir de 16h, toutes les petites filles allaient mettre un maillot de bain, allaient se maquiller, mettre du rouge à lèvres. Et en fait, on faisait défiler devant les grands-mères, les tantes, les oncles. Et c'est vrai que c'était des souvenirs assez forts. Et... c'était aussi culturel. C'était ton idée, le défilé? Alors non, c'était pas mon idée. Je pense que c'était plus une tradition. Après, bien entendu, j'avais regardé Miss France vraiment toute ma vie. Donc, ça m'avait toujours fait rêver. Et à chaque fin de défilé de Miss France, j'allais prendre des talons et j'allais défiler dans mon salon. Voilà. T'étais sûrement déjà Miss France à ce moment-là. Alors, donc, il y avait quand même une envie aussi, une certaine appétence pour la notoriété. Ah, c'est dur à dire, mais dire non, ce serait mentir. Tu sais pourquoi ? Parce que quand j'étais petite, j'avais des feuilles d'idole et je m'entraînais à faire des autographes dessus à 12 ans. Et je les ai encore dans ma chambre. Et ça a servi alors? Ça n'a pas servi, mais je me disais à l'époque, on ne sait jamais, si je deviens une star, ça peut valoir de l'or un jour. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'était quelque chose qui était dans ta tête. Oui, c'était quelque chose qui était dans ma tête, c'est vrai. Et du coup, donc Miss France ou actrice? Oui, il y avait une envie de... briller, je vais dire ça comme ça, une envie d'être dans un personnage, tu sais. En fait, j'ai compris que j'avais pas de talent. Enfin, du moins que j'avais pas de talent. Avec toi-même. Mais quand je dis pas de talent, tu vois, j'ai fait du piano pendant des années, j'avais pas l'oreille musicale, j'ai fait un peu de théâtre, j'avais pas le talent d'acteur, j'ai fait de la danse, j'étais pas une grande danseuse. La salsa? Oui, alors la salsa, oui, mais tu vois, j'ai fait de la danse classique, j'étais pas souple du tout, donc j'avais pas la fibre artistique.
Et en fait, Miss France, quand je suis tombée là-dedans, je me suis dit, ça, c'est quelque chose, je suis convaincue que je suis capable de m'épanouir et de briller sur une scène en faisant Miss France. Et quand j'ai compris ça, je me suis lancée dans l'aventure. C'était ton challenge à toi ? C'était mon challenge à moi et je l'ai fait pour moi parce que j'en avais marre des études, tu vois, quand on en parle. C'est bien d'étudier, mais il faut aussi pouvoir découvrir d'autres choses. Et moi, j'étais convaincue que c'était l'école qui allait me permettre de réussir. Et en soi, je le pense encore. Mais il ne faut pas hésiter à allier tout ce qu'on a appris à l'école avec un autre univers qui nous passionne. C'est pas incompatible. Et tu sais, quand j'ai eu la meilleure note au test de culture générale de Miss France, oui. Je me suis dit, finalement, ça m'a servi d'étudier à l'école. Ça te fait être remarquer aussi. Quand exactement. On l'a dit en introduction, tu as une année de Miss France perturbée avec le Covid. Est-ce qu'il y a des frustrations ? Alors, il y en a eu. Je ne les ai pas forcément exprimées pendant mon année parce que j'osais pas. Tu sais, tu es dans le tourbillon, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu vis la chose parce que c'est unique et que tu te dis que ça va se terminer à un moment. Mais c'est vrai que l'après, où tout s'arrête, où tu dois reprendre ta vie, comprendre ce qui t'est arrivé, ça a réveillé toutes les frustrations que j'avais plus ou moins cachées. Et j'ai eu besoin d'une année pour les accepter, pour être triste, énervée, me dire que c'est pas juste que ce soit tombé sur moi, mais c'est comme ça. Et après, c'est aussi une manière de se démarquer. Oui, c'est une manière de se démarquer, mais bon, tu vois, ça, je me suis dit 1001 fois cette phrase, ça te rend unique. Mais au fond, j'avais juste envie de vivre une année plus ou moins comme les autres. Ça a été aussi une année où tu as reçu pas mal de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Est-ce que ça t'affecte ? Alors, ça ne m'a pas affectée directement, mais je pense qu'aujourd'hui, ça m'affecte plus qu'avant. Tu sais pourquoi ? Parce que le racisme, je ne l'avais jamais confronté avant. En fait, c'était la première fois que je faisais l'expérience du racisme en devenant Miss France. C'est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire que j'arrive à une... T'es censée fédérer et tout. Exactement. Et là, je me sentais complètement exclue alors que je représentais un pays. Donc c'était assez bizarre et heureusement, j'ai pas forcément de haine dans mon cœur et j'ai pas été élevée comme ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, la Guadeloupe, c'est très cosmopolite finalement. Dans mon école, il y avait des personnes de toutes les carnations, de toutes les origines. Et les gens sont très ancrés Guadeloupe, même s'ils sont d'origines différentes. Oui, c'est vrai. Mais la Martinique, c'est autre chose. Mais la Guadeloupe, c'est comme ça. Et c'est vrai que le racisme, je ne le connaissais pas avant. Il y a eu aussi un autre épisode traumatisant, l'incendie de l'immeuble dans lequel tu vivais. Où j'ai vécu. Voilà, on vivait, où on a vécu. 10 ans plus tôt. Écoute, ça a été la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que ça s'est passé en juillet 2020. Et là, je me suis dit, cette année de Miss France commence à être un peu longue. Ça va s'arrêter quand ? Je suis le chat noir. C'est ça, j'étais le chat noir. Et à un moment donné, c'était tellement gros que tu comprends même plus, tu sais même plus quoi dire aux gens. T'es là, oui, j'adore être Miss France, c'est formidable. Puis au fond de toi-même, t'es là, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent maintenant ? T'étais chez toi quand c'est arrivé ? Ah oui, j'étais dans l'appart. Mais tu sais, je dis toujours l'appart. Je dis jamais chez moi. Oui, parce que c'est l'appart. C'est ça, il a quelque chose d'assez impersonnel, cet appartement. Mais du coup, l'appartement a changé depuis ? L'appartement a changé. Et à l'époque, oui, j'étais chez moi, j'étais secourue par les pompiers, voilà, sur l'échelle, sans chaussures, sans téléphone. Alors si, j'avais quand même mon téléphone. Toujours, on y pense. Oui, mais tu sais, à la fin, tu te dis, si ça se trouve, c'est la fin, il faut quand même que tu préviennes tout le monde. C'est ça, il faut que tu puisses dire au revoir aux gens que t'aimes. Et j'avais gardé que ça, j'avais plus de carte de crédit, j'avais pas de papier, j'avais rien. J'avais même pas de choses. C'était à la rue, quoi. Un peu. Je pense à la rue. Une soirée, oui. Une soirée, c'était ça. Et c'est un épisode que tu as réussi à mettre derrière soi ? Alors oui, après, je pense quand même que quand on a des traumatismes petits ou grands, il faut quand même les soigner parce que, tu vois, aujourd'hui encore, quand j'entends des alarmes ou une petite odeur de fumée... Inconsciemment, je me rappelle de ça et j'étudie. Bon, tu peux être sûr que quand je vais chez quelqu'un, je sais exactement où je vais sortir s'il y a un problème. En fait, maintenant, c'est des réflexes. Oui, qu'on n'a pas, nous, quand on va chez quelqu'un. C'est ça. Ton avis sur l'école d'aujourd'hui ? Mon avis sur l'école d'aujourd'hui. Alors, je me rends compte que ça fait 10 ans que j'ai eu le brevet, donc j'ai l'impression que ça a tellement changé. Maintenant, il n'y a plus les mêmes filières aussi au lycée. Comment dire ? Je pense que l'éducation est toujours la même, fondamentalement. Je pense plus que c'est les générations qui ont changé. Et aujourd'hui, on a accès
les enfants, parce que je vais dire les enfants, c'est des enfants, quand on est au collège ou même au lycée, on est encore un enfant. Les enfants ont accès à une source d'information auquel je pense qu'ils ne devraient pas avoir accès aussi jeunes. Hein. C'est mon avis. Tu voudrais limiter l'accès aux réseaux sociaux ? Je pense, oui. Je pense parce que les réseaux sociaux ont énormément de points positifs, mais du point de vue de la concentration, je pense que c'est très nuisible vis-à-vis des enfants, des jeunes, parce que finalement, c'est très addictif. On oublie, on est focalisé sur son téléphone et en fait, on oublie qu'il y a des choses quand même qui sont plus ou moins essentielles, comme lire des livres, s'aérer l'esprit. À cet âge-là, on devrait être dehors en train de s'amuser et pas forcément à l'intérieur en train de tourner des TikTok. Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il faut vraiment... Elle ne déconne pas, hein, non, mais moi, si j'étais une prof, alors là, si je deviens prof... On va pas dehors tourner des TikTok. Ah non, mais c'est ça. Si je deviens prof, à mon avis, il ne faut pas m'avoir comme prof d'histoire parce que je serais un peu dure. Mais c'est vrai, parce qu'à un moment, on perd l'essentiel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qui nous rassemble aussi, les relations humaines. Si on n'a que des relations sur les réseaux... Après, au collège, j'avais un téléphone. Mais bon, c'était un téléphone... bon, oui, tu veux faire. Il y avait le Bluetooth, quoi, tu vois, à l'époque. C'était différent. Et je pense qu'il faut rappeler aux jeunes générations que... La vie, ça se partage, ça se vit. C'est pas que sur les médias. Et c'est un travail que l'éducation nationale devrait faire dans les écoles, avec peut-être des conférences qui parleraient aux jeunes, qui leur expliqueraient que, bon, utiliser intelligemment les réseaux, c'est bien, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont accessibles, en fait. Et tu as un petit peu pu te rendre compte du système américain ? Quelle est la grande différence ? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce système-là pour nous en France ? Alors oui, je pense que les Américains... alors, il y a de grands avantages en France. Hein. L'école est gratuite et accessible à tous. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que si on a envie de poursuivre ses études, de faire des études supérieures, on a la chance de le faire en France. Et je pense qu'il y a très peu de pays qui donnent autant accès à l'éducation. Je veux dire, les musées sont gratuits, l'instruction est accessible, il y a 1001 bibliothèques. En fait, il y a énormément de moyens de s'enrichir intellectuellement, de se cultiver, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque les études coûtent extrêmement cher et la plupart des étudiants sont boursiers. Par contre, je pense que les États-Unis ont compris une chose, c'est qu'ils savent valoriser les talents. Et la France a encore du travail à faire à ce niveau. Je l'ai vu parce que j'ai passé énormément de concours que j'ai ratés. Et des concours qui étaient plus ou moins arbitraires, c'est-à-dire que bon, tu as des tests de culture générale qui sont très, très vastes. Enfin. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi mon profil n'a pas convaincu ? Qu'est-ce qui me manque ? Et personne n'est capable de te le montrer, de t'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça aussi que je suis passée chez Miss France, parce qu'à un moment, j'avais fait tellement d'études et ça ne marchait pas. J'arrivais pas à rentrer dans les écoles que j'ai dit, je vais revenir à l'essentiel et faire ce que moi, je sens que je suis capable de faire. Et ça a marché. Et en fait, les Américains ont cette capacité à valoriser les talents, valoriser les personnalités. C'est-à-dire qu'un étudiant, quand on voit qu'il est doué en sport, quand on voit qu'il a un talent, un don, quel que soit son talent, en fait, les jeunes Américains ont vraiment accès à un panel d'art, de sport, peut-être même de gastronomie. Enfin, j'en sais rien, c'est très large. Et c'est ce qui fait la différence avec les Américains. Le rêve est plus accessible aux jeunes, je pense, aux États-Unis qu'en France. Toi, quand tu étais à l'école, tu as été victime de harcèlement ? Alors, ça m'est arrivé. Après, j'en parle pas trop parce que je me suis pas définie autour de ça. Mais oui, quand j'étais entre la 6e et la 4e, j'ai pris des remarques quand même parce que j'étais très grande et maigrichonne. Oui, les garçons. Mais les garçons sont immatures. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Mais c'était les garçons qui t'embêtaient ? C'était les garçons, ouais. C'était les garçons... asperges, carottes, girafes. Bon, maintenant, il y en a qui sont même amis avec moi. Tu vois, je ne suis pas très rancunière, mais c'est vrai que quand tu es en 4e, tu ne comprends pas trop pourquoi on te stigmatise comme ça pour ton physique. On m'envoyait même des petits cailloux, c'est arrivé. Des cailloux ? Ouais, des petits cailloux, mais c'était pour m'embêter. Mais tu vois, je n'en veux à personne. Et je me suis jamais dit, si un jour je fais du mannequinat, si un jour je deviens Miss France, c'est pour prendre une revanche vis-à-vis de la vie. Jamais je me suis construite autour de ça. Et d'ailleurs, je pense que dans tout ce qu'on entreprend, il faut le faire avec passion et bonté et pas forcément avec haine. Et je vois souvent des jeunes femmes qui viennent me dire « Oui, j'ai envie de prendre une revanche, j'ai envie de faire Miss France. » Je trouve que c'est pas la bonne démarche. C'est pas la bonne démarche. Mais tu peux pas il y a une souffrance derrière et on peut la comprendre, cette souffrance. Mais c'est pas ce qui permet l'excellence. On peut réussir comme ça, mais je pense que
on garde ces cicatrices toujours ouvertes et c'est difficile de les fermer. Donc moi, j'en veux pas aux garçons qui m'envoyaient des petits cailloux à l'époque. Et d'ailleurs, il y en a un qui est devenu ami avec moi aujourd'hui, un ami de longue date. Et c'est rigolo parce que donc il m'envoyait des petits cailloux en quatrième. Pour attirer ton attention. Pour attirer mon attention. En quatrième, il m'envoyait des messages sur Facebook. Et je l'ai revu récemment et je lui ai dit, tu sais, toi, tu m'envoyais des cailloux et t'es revenu 5 ans après en me disant qui aime bien châtie bien. Et il me croyait pas. Je suis remontée dans la conversation Facebook en 2011, donc tu vois, je suis remontée hyper loin. Il était rouge, il était gêné. Je lui ai dit, tu vois, faut faire attention à ce qu'on écrit sur les réseaux. Tout reste. Tout reste. Ah mais vraiment, tout reste. Et ben on va s'arrêter là, Clémence. T'as vu, je suis pipelette. On a beaucoup parlé, hein. Mais tu me connais. J'ai appris plein de choses. Bah oui. Et vous aussi, j'espère. Merci, en tout cas, Clémence, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.